déchets, donc une molécule de déchet qui est générée par molécule de réactif ou de molécule qui doit être convertie. Donc, l'idée de base, c'est de générer ce qu'on appelle les catalyseurs. Donc, les catalyseurs vont faire le travail plus qu'une fois. Et idéalement, par exemple, donc si on veut faire une réaction en utilisant un catalyseur, le catalyseur peut y aller et faire une centaine et même 1000 fois la même séquence, le même cycle catalytique, donc convertir de façon beaucoup plus efficace une molécule en molécule désirée. Et c'est un des principes, un des 12 principes de la chimie verte aujourd'hui, donc utiliser des méthodes qui sont dites catalytiques. Est-ce qu'on y parvient pour des produits présentement générés en grande quantité ou est-ce que c'est encore en développement? Oui, on y parvient très, très bien. Si on regarde, par exemple, les 3 derniers prix Nobel qui ont été donnés dans les années 2000. Donc, en 2001, le prix Nobel a été donné au professeur Knowles, Noyori et Sharpless. Et un des thèmes majeurs de ce prix Nobel, c'était la catalyse asymétrique. Donc, catalyse pour catalyseur, comme je viens de mentionner, et asymétrique pour générer des molécules qui sont très, très complexes au niveau tridimensionnel. Donc, ça a été dans les débuts des années 2000. En 2005, il y a encore un prix Nobel, cette fois-ci à Chauvin, Grubb et Schrock, qui a été donné ou accordé pour justement leurs travaux en catalyse et plus spécifiquement une réaction qui s'appelle la métathèse, donc d'alcène, métathèse d'oléfine, qui permet ni plus ni moins de combiner 2 molécules en ayant un minimum de sous-produits et en utilisant encore une fois un catalyseur. Ah, je suis bien content parce que c'est assez difficile de comprendre. Souvent, les prix Nobel qui sont donnés en chimie, c'est assez complexe. Donc, de mettre ça un peu en recul et de montrer comment ça s'arrime à la chimie verte, c'est plutôt utile. Et le dernier aussi, c'est dans la même... même veine, celui de l'an dernier? Oui, celui de l'an dernier a été donné à Eck, Negishi et Suzuki, et c'est pour leur réaction de couplage, encore une fois, catalysée par des métaux de transition tels le palladium, nickel, cuivre et ainsi de suite. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, ces 3 professeurs, ces 3 chercheurs ont développé une nouvelle méthode pour coupler des molécules qui sont relativement complexes. Donc, en utilisant, encore une fois, une quantité catalytique d'un réactif. Et ce dernier prix Nobel-là est probablement un de ceux qui a été accordé pour une série de réactions qui ont probablement été les plus utilisées en chimie pharmaceutique. D'accord, donc elles sont déjà en application. C'est des réactions qui ont été développées dans les années 70-80, début des années 80, et depuis 20-25 ans, ces réactions-là ont révolutionné le monde de la synthèse organique. Les citoyens sont quand même craintifs face aux produits organiques, face aux médicaments dits de synthèse. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème de communication ici qui s'est passé pour cette crainte-là qu'on a aujourd'hui? Je pense qu'il y a un gros problème de communication parce que un des buts, évidemment, de l'industrie pharmaceutique, c'est de faire des molécules qui sont bioactives, mais également de faire des molécules qui sont bioactives, mais qui possèdent le moins d'effets secondaires possible. Et évidemment, c'est presque utopique de penser que c'est possible de faire un médicament qui n'aurait aucun effet secondaire. Par exemple, si on regarde juste l'aspirine, si on prend trop d'aspirine, on peut avoir des problèmes d'estomac éventuellement. Donc, c'est utopique de penser que les molécules parfaites existent. Mais on doit considérer que dans le meilleur des cas, les molécules bioactives qui sont générées et qui vont nous permettre de traiter un médicament où les bénéfices vont de loin surpasser les points négatifs. Merci. Donc, André Charette, professeur de chimie à l'Université de Montréal, qui nous a parlé un peu du développement de la chimie organique au cours du 20e siècle et aussi des grandes découvertes qui ont été faites depuis quelques décennies qui nous permettront peut-être de mettre en place vraiment une chimie verte avec un impact aussi léger que possible sur l'environnement. Merci. Merci. Je vous rappelle que cette émission s'inscrit dans une série sur les contributions de la chimie à notre société, ses succès, ses échecs, ses défis, une émission produite dans le cadre de l'Année internationale de la chimie. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée.
Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. À la semaine prochaine.